Alors, Dune de Denise Villeneuve. Alors, je suis allée le voir au cinéma et je suis hyper enthousiaste. Et j'avais envie de poser ici en vrac tout ce que j'ai envie de dire sur ce film. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. C'est pas du tout une critique de cinéma construite, hein. Je suis pas experte. J'ai juste envie de dire tout ce que j'ai à dire sur ce film, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai ressenti. Et avec du spoil, hein. Moi, j'en ai rien à faire. Donc, pour les gens qui n'auraient pas vu le film, j'ai envie de dire, allez le voir au cinéma parce qu'il est très beau, il est grandiose, donc il mérite d'être vu au cinéma. C'est une bonne adaptation, une très bonne adaptation de l'histoire. Bon, elle est pas parfaite évidemment, mais elle faut complètement le déplacement, voilà. Donc, vous êtes prévenus, à partir de maintenant, je spoil, j'en ai rien à faire. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà que ça fait longtemps que j'ai pas été enthousiasmée comme ça par un film au cinéma. J'essayais de pas trop m'enthousiasmer avant de voir le film, parce que la dernière fois que je me suis hypée avant la sortie d'un film, c'était Prometheus, et j'ai été amèrement déçue, parce que j'aime bien la saga Alien. Bref, Prometheus, c'était une vraie déception. Et donc j'ai essayé de pas trop me hyper pour Dune, j'ai moyennement réussi. Mais du coup, j'étais ravie à la sortie. C'était vraiment super. Donc j'ai déjà dit que les images étaient magnifiques, il y a un côté vraiment grandiose, surdimensionné. La gestion du son est super aussi, et la gestion des silences également. Petite anecdote, quand j'étais au cinéma, il y avait des gens à côté de moi qui mangeaient du popcorn. Donc ça fait un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, quoi. Et à un moment, je vois mon voisin qui pioche un popcorn, et à ce moment-là, dans la scène, le silence se fait. Il y a un moment de flottement, de suspense. Et je n'ai pas entendu le bruit du popcorn. C'est-à-dire que mon voisin s'était retenu, captivé comme moi par l'écran, il s'était retenu de manger son popcorn. Super. Euh, voilà, donc ouais, donc le son, les musiques et les silences, très bien gérés. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter encore en vrac? Ouais, j'ai pris des notes. Donc le rythme du film est relativement lent, mais sans traîner en longueur. Juste le réalisateur a pris son temps pour raconter l'histoire. Et j'ai trouvé que ça se déroule de façon très fluide. Ce n'est pas un film qui se contente, comme le font d'autres films, d'illustrer les passages connus du livre, sans qu'il y ait vraiment de solution de continuité entre les scènes. Mais c'est vraiment un film qui présente son scénario, qui raconte bien son histoire, et j'ai trouvé que c'était très facile à suivre. Alors bien sûr, je connais déjà l'histoire de Dune depuis très longtemps, euh, mais j'ai trouvé que c'était bien raconté, en fait, tout simplement. Après, je pense qu'il y en a qui pourraient critiquer que le réalisateur a fait beaucoup de coupes dans l'histoire. Il a zappé tout ce qui était intrigue politique, en fait. Ça, on peut le regretter un petit peu. Il a zappé tout l'arc politique des Harkonnen. En fait, il a fait comme s'il n'y avait pas eu Game of Thrones. Avec Game of Thrones, finalement, avec cette série, les gens ont pris l'habitude et ont pris goût à voir des intrigues politiques. Et Game of Thrones est quand même inspiré légèrement de Dune. Donc ça aurait été amusant de voir un petit peu plus les intrigues politiques, et en particulier du côté Harkonnen, parce que finalement le film se centre beaucoup sur les Atreides et nous raconte rien sur les Harkonnen. Parce qu'il y a tout un truc normalement avec le baron qui n'a pas d'héritier, qui n'a pas d'enfant connu, et qui donc va choisir un de ses neveux comme héritier. Donc publiquement il favorise Rabban, mais en secret il forme Feyd-Rautha pour qu'il lui succède. Et là le film il nous raconte tellement peu sur les Harkonnen qu'il ne nous... Enfin, il n'y a pas Feyd-Rautha dans le film. Alors bien sûr, il va y avoir une deuxième partie, donc ils ont tout à fait le temps encore d'introduire ce personnage. Mais ce personnage qui est quand même présenté dans le livre comme étant l'anti-Paul Atreides, c'est un jeune homme tout aussi intelligent, tout aussi brillant que lui, mais né dans la mauvaise famille, on va dire, éduqué à la façon Harkonnen, donc complètement rotor.
Et un personnage voilà, tellement important que dans le film de Lynch, il était interprété par Sting. Et là, il est totalement absent du film de Villeneuve, donc c'est un petit peu what, Villeneuve, tu nous fais Dune et tu oublies Fellrotard. Oh, il l'a probablement pas oublié, il sera sûrement dans la suite. Mais qu'il ait pas été là dans la première partie, c'était très très étonnant. Très étonnant. Et assez audacieux comme choix. Donc pas d'intrigue politique, il s'est centré vraiment sur le déroulé de l'histoire. Et ça passe très bien, hein, je trouve que ça passe très bien. Mais effectivement, s'il avait fallu introduire toutes les intrigues politiques, le film aurait duré encore plus longtemps. Donc il n'y avait pas vraiment de solution, il fallait faire un choix, et il a fait ce choix-là, celui de zapper l'aspect politique. Ok, pas de souci pour moi. Qu'est-ce que je peux raconter ensuite ? Il y a vraiment que 2 points que je pourrais critiquer sur le film. D'abord, j'ai trouvé qu'on sentait pas assez le danger du désert. Ils en parlent un petit peu, ils parlent de la chaleur, mais je trouve qu'on sent pas assez à quel point le manque d'eau peut être mortel. Et il aurait suffi de pas grand-chose en plus, je trouve, pour accentuer cet aspect-là. Il y a le passage où Paul et Dame Jessica sont paumés dans le désert et ils ont juste un frame kit et une tente. Et du coup, on voit, ils le disent pas, mais ils restent dans la tente parce que s'ils sortent, ils se déshydratent en 2 heures. Mais ça, ils le disent pas. Ils restent dans la tente qui, à la manière d'un distille, recycle l'eau. Mais il aurait suffi d'un petit dialogue en plus en disant bon, on peut pas sortir de la tente avant qu'on vienne nous chercher parce que sinon on va mourir. Il aurait fallu juste 1 ou 2 phrases de plus pour accentuer le côté vraiment dangereux du désert, je pense. Voilà, à ce niveau. Et le deuxième petite critique, c'était quoi déjà ? Ah oui. C'était à propos des personnages. Le personnage de Tufir Awat, le Manta. En fait, on a l'impression que c'est juste une calculatrice ambulante. Désolée, Tufir. Mais on le voit effectivement calculer des trucs de tête, alors que à la manière d'un ordinateur, en fait, puisque c'est ce qu'il est, une sorte d'ordinateur humain. Mais on voit pas du tout son côté stratège. Parce que, de fait, dans le livre, il est présenté comme les Mantas sont des stratèges, et Tufir est présenté comme probablement le meilleur de sa génération. Et c'est un gros atout pour la maison Atreides. Et un des atouts qui leur a permis d'acquérir beaucoup de pouvoir. Mais là, cet aspect est pas du tout présenté, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, le personnage de Tufir est complètement sous-exploité. On doit le voir dans 2 scènes, et toujours à faire des calculs, t'as l'impression qu'il fait l'intendance, quoi, et la comptabilité, mais c'est pas du tout que c'est un expert en stratégie. Et ça, c'est vraiment dommage. Et aussi, il ne nous explique pas pourquoi il a ces capacités surhumaines en calcul. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Et le deuxième élément, c'est le docteur Yue. C'est Yue qui s'appelle ? Oui, c'est ça. Le docteur, on voit à 2 reprises qu'il examine Paul Atreides, mais il l'examine toujours en plaçant ses mains sur lui et en faisant des signes cabalistiques, et il n'utilise aucun instrument médical. Et on ne nous explique pas pourquoi il n'utilise aucun instrument. Et je pense que c'est totalement pour la même raison que celle pour laquelle Tufir Awat est un ordinateur humain. Donc c'est toute l'histoire du djihad butlérien, etc., qu'on n'aurait pas pu introduire rapidement dans l'histoire. Mais du coup, il se passe des trucs à l'écran et on comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi il pose ses mains sur lui ? Enfin, en quoi ça lui permet de faire un examen médical ? En quoi ça lui permet d'analyser son cœur, si son cœur va bien, ou des choses comme ça, ou s'il a des réactions allergiques ? Ça n'a pas vraiment de sens, on a l'impression que c'est de la superstition. Alors que toute évidence, c'est des techniques qui ont été développées après le djihad butlérien, quand ils ont décidé de ne plus utiliser de machines, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez astucieux, parce que je me rappelle pas que les docteurs Suk dans le livre aient
et des techniques d'examen médical spécifiques. Du coup, c'est un truc que j'ai découvert dans le film de Villeneuve et j'avais trouvé ça astucieux en fait, de montrer que tant les Manta que les Dr. Suk ont des capacités qui ont été boostées au-delà des limites humaines pour compenser le manque, l'interdiction d'utilisation des ordinateurs dans l'univers de Dune. Ça, c'était pas mal, mais du coup, je regrette qu'on l'ait pas un petit peu expliqué. Du coup, c'est sous-exploité, c'est un tout petit peu dommage. Les ornithoptères. Oh, les ornithoptères, ils sont magnifiques. Et quand ils battent des ailes, qu'ils commencent à battre des ailes de plus en plus vite à la manière des libellules, c'est superbe. C'est exactement comme ça que devaient être les ornithoptères. C'est un des points qui est vraiment super bien adapté. Et la façon dont ils bougent aussi, leur maniabilité extraordinaire. Un petit détail que j'ai apprécié, il y a une scène qui n'est pas dans le livre, pour autant que je sache, où le duc Leto, ils sont encore sur Caladan, le duc Leto discute avec Paul, et il lui explique que lui non plus, quand il était jeune, il voulait pas vraiment devenir le duc, il voulait devenir pilote. Et de fait, quelques scènes après, sur Arrakis, on le voit piloter un ornithoptère et réaliser une manœuvre d'atterrissage d'urgence très bien exécutée. Donc il avait... Ça s'enchaîne de façon très organique, en fait. Il nous dit qu'il voulait être pilote et on le voit piloter très bien. C'est très naturel et c'est un petit détail, un petit ajout qui n'était pas dans le livre, cette histoire de pilotage, mais qui du coup explique bien la scène qu'on voit ensuite. La scène de la moissonneuse, donc. Je trouve qu'avec les vers des sables, ils en ont fait un tout petit peu trop. Pour la scène de la moissonneuse, dans le livre, les personnages sont pas du tout autant en danger que ce qui se passe dans le film. Dans le film, évidemment, ils se sont sentis obligés d'ajouter une scène d'action avec le ver qui arrive, avec Paul qui manque de se faire engloutir par le ver de sable, avec le sol qui commence à s'affaisser sous lui. C'est très impressionnant, c'est très bien fait, mais c'était un petit peu trop. Moi, alors, je sais que, oui, si on veut voir Dune, c'est aussi pour voir les vers des sables et qu'on veut vraiment les voir, quoi, de près. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on fasse courir autant de risques aux personnages, qu'on mette autant de spectaculaire pour m'enthousiasmer. C'était pas indispensable pour moi. Je comprends pourquoi ils ont rajouté ce danger imminent, mais moi, ça me touche pas forcément. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Tellement de choses, tellement de détails qu'on peut pointer. Oui, je parlais de la médecine dans l'univers de Dune. Il y a plein de choses à dire sur une scène qui est beaucoup plus loin dans le film, qui se passe du coup du côté Harkonnen. C'est la scène où le baron Harkonnen se fait soigner après la tentative d'assassinat. Très très bonne scène d'ailleurs, la tentative d'assassinat, on y reviendra. Mais pour finir sur le thème de la médecine, le baron Harkonnen se fait soigner dans son espèce de bain dégueulasse, parce que c'est les Harkonnen, donc il faut qu'il soit dégueulasse. C'est un petit côté un peu regrettable, mais bon, c'est conforme à ce qu'il y a dans le livre, donc je peux pas vraiment le critiquer. Et donc, alors dans cette scène, il y a énormément de choses. D'abord, on voit encore cet aspect de la médecine qui semble un peu magique et non instrumental, j'ai envie de dire. On voit les soignantes qui sont là, et alors c'est très amusant. Il y en a une à un moment qui touche des espèces de pierres qui ont une forme particulière, et c'est très... En fait, c'est des pierres magnétiques, et je connais un jeu, une espèce de casse-tête où il faut orienter ces pierres dans un certain ordre pour résoudre le casse-tête, et c'est les mêmes pierres qui ont la même forme que dans ce jeu. Donc c'est vraiment le petit accessoire cheap. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça à cet endroit dans le film. Mais bon, j'essaierai de trouver une image pour voir de quoi je parle, mais voilà, ça m'a fait marrer de voir ces pierres. C'était totalement incongru de voir ce truc-là à cet endroit. Ensuite, on m'a fait remarquer, oui, les tenues des soignantes à ce moment-là, c'est des espèces de tenues en plastique. Elles ont même des gants en plastique pour éviter probablement de toucher le baron et de prendre le poison qu'il avait en lui. Donc c'était pour se protéger, pour le protéger lui. Mais donc, dans le film de Lynch, les esclaves Harkonnen portent des espèces de tenues en plastique aussi. Donc c'est probablement une petite référence, un petit clin d'œil au film de Lynch.
Deuxième référence dans cette scène au film de Lynch, il y en a plusieurs, hein, en fait. Oui, le baron, il est dans une espèce de bain constitué d'un liquide noirâtre, et donc, du coup, quand il sort la tête du bain, il est totalement recouvert d'un liquide dégueulasse. Et je crois que il y a aussi une scène dans le film de Lynch où le baron se fait asperger d'on ne sait quoi. C'est la scène où il dit à Raban de pressurer à fond la planète. Alors, je sais plus comment il le dit, pressure hard. Je sais plus comment il le dit. Dans le film de Lynch, en fait, il le dit avec une tête complètement hallucinée. Il insiste vachement sur pressure-les à fond, presse-les au maximum. Et c'était un peu ridicule dans le film de Lynch parce que du coup le baron Harkonnen, on a l'impression que c'est juste un pervers et qui ne mérite pas vraiment sa tête qui ne mérite pas vraiment sa place à la tête de la maison Harkonnen. Et le film de Villeneuve, il prend totalement le contre-pied parce que quand le baron dit cette réplique, il dit « T'as l'impression que c'est du business. On a dépensé beaucoup d'argent, maintenant on a besoin de fonds, donc il faut que tu pressures à fond. » C'est... Dans le film de Villeneuve, le baron Harkonnen, c'est un monstre froid. Dès qu'il apparaît à l'écran, je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais moi, dès qu'il apparaissait à l'écran, dès qu'il parlait, je sentais menace. C'était vraiment ça. C'est vraiment un monstre froid, et dans cette scène, c'est parfaitement illustré. Le baron Harkonnen. Du coup, le baron Harkonnen, donc ils ont gardé ces histoires de suspenseurs, sans expliquer exactement à quoi ils servent. Mais c'est pas grave, ça lui donne un côté juste hyper stylé, voilà. Et la scène d'assassinat. Alors, j'ai trouvé la scène d'assassinat du baron Harkonnen très très réussie dans le film. Dans le livre, et aussi dans le film de Lynch, on avait l'impression que le baron Harkonnen, il s'en sortait très facilement de la tentative d'assassinat par le duc Atreides. Dans le film de Villeneuve, t'as vraiment l'impression qu'il s'en sort in extremis et par pure chance, à cause de ses suspenseurs, justement. Et c'est beaucoup plus tendu. J'ai trouvé ça mené beaucoup plus intelligemment, en fait. Quand les serviteurs réouvrent la salle, il y a tout le monde qui est mort, il y a un silence de mort, une immobilité de mort, voilà, je me répète. Et soudain, ils entendent un bruit, et c'est le baron qui est collé au plafond par ses suspenseurs et qui a du mal à respirer. Il s'en est sorti, mais tout juste. J'ai trouvé ça très très bien fait. J'ai eu de la compassion pour Jamis, oui. Dans le film de Villeneuve, donc, Paul a beaucoup de visions, et dans certaines de ses visions, il voit Jamis. Il voit des scènes entre lui et Jamis se comporte de façon très douce avec lui, comme un mentor, comme un ami, qui lui enseigne les voies du désert, qui lui parle, etc. Et qui est totalement en contraste avec la façon dont se comporte Jamis quand il le rencontre en vrai, où Jamis essaie de le buter, où il hurle comme un fou, il hurle de frustration quand Paul essaie de l'épargner, ou des choses comme ça. Donc le contraste entre le Jamis de la vision et le Jamis en vrai, ça fait que finalement, tu vois plusieurs aspects du personnage. Et ça faisait de lui un personnage un peu plus complet. Ce qui fait que quand il meurt de la main de Paul, eh ben, t'es un petit peu plus triste quand même. Tu as un petit peu plus de compassion pour ce personnage. Et du coup, ça deviendra beaucoup plus touchant quand Paul dira j'étais un ami de Jamis. Et là, je pense que je serais assez émue à cause de ça, parce que on t'a montré plus de scènes avec ce personnage, et on t'a montré un côté plus aimable de ce personnage. Et j'ai trouvé ça très bien, très astucieux aussi. Oui, dans le look des distilles. Dans le film de David Lynch, les distilles, ils avaient des espèces de boudins sur la poitrine qui servaient à rien, qui étaient un peu ridicules. Et on m'a fait remarquer que dans le film de Villeneuve, il y a des espèces de bandes sur la poitrine des distilles, et qui du coup paraissent beaucoup plus sérieuses.
Et donc il se demandait si c'était pas un petit clin d'œil encore au look des distillés dans le film de Lynch, tout en adaptant ça de façon plus moderne. Et ce qui était appréciable aussi, c'est que les distillés ils sont pas sexués, j'ai envie de dire. Ils sont tout plats, c'est vraiment des combinaisons de combat. Hommes, femmes, pareil, hein, il n'y a pas de renflement sur la poitrine pour les femmes ou quoi que ce soit. Donc c'était pas mal aussi, ça fait très sérieux, très militaire et très austère. Ah oui, il y a un petit ajout dans le film que j'ai pas compris. Quand la révérende mère va voir les Harkonnen pour parlementer avec eux, il y a une espèce de bête qui traîne, à laquelle la révérende mère ordonne de partir. Et si on regarde bien, cette bête, elle a plusieurs espèces de pattes, mais elle a des mains humaines. Donc de toute évidence, c'est une créature qui a été créée, enfin une monstruosité qui a été créée par les Harkonnen par ingénierie génétique, ou en découpant des humains, je sais pas trop. Et ça, c'est totalement une invention, et je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, au point d'aller le voir 2 fois au cinéma. Voilà, je me suis déchargée de tout ce qui me trottait dans la tête. Et non, pas fini. J'ai oublié de vous parler de 2-3 trucs, donc j'en profite et je le rajoute à l'arrache maintenant. J'ai oublié de vous parler de la première scène, enfin d'une des premières scènes du film, la scène de passation de pouvoir entre les Harkonnen et les Atreides, où les Atreides reçoivent en fief la planète Arrakis. Et c'est une scène qui est chargée de nous présenter l'univers, et qui est très bien faite, j'ai trouvé. Elle n'est pas dans le livre, mais elle présente très bien l'univers de Dune, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de technologie, de vaisseaux spatiaux impressionnants, etc., et de féodalisme avec ce cérémoniel totalement archaïque. Et ça, c'est totalement l'univers de Dune. C'était très, très réussi. Deuxièmement, Liet Kynes. Ouais, Liet Kynes, c'est une femme maintenant. Donc il n'y a pas de souci, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien au personnage. L'interprète est vraiment excellente. Le seul petit détail, c'est que les personnages disent oui, il faudrait qu'on voie l'arbitre du changement, mais il est déjà là. Ils disent il. Et du coup, quand on voit que c'est une femme, bah, il n'y a aucun personnage qui dit un truc du style ah bah on comprend pas, il y a eu une erreur, on nous a dit que vous étiez un homme. On croyait que vous étiez un homme. Et Liet aurait pu répondre à un truc du style oui, mais c'est parce qu'il y a toujours confusion avec mon père par d'autres kinds. Parce que si je me rappelle bien, dans le livre, il y a une petite histoire comme ça, une petite embrouille entre Liet et Pardot. Petite confusion entre les deux. Bon, c'est rien de très important, mais du coup, il y a cette toute petite incohérence qui reste dans le film. Donc, comme je disais, le fait que ce soit une femme n'ajoute rien, n'enlève rien au personnage. Je me demande juste s'ils vont faire en sorte que Liet reste la maman de Shani, du coup, puisque dans le livre, Liet Kynes c'est le père de Shani. Du coup, les deux actrices se ressemblent pas trop là, mais c'est possible après tout, pas de problème. Je me demande juste s'ils vont conserver ce petit point de background. Et dernièrement, à propos des Liet Kynes, la scène de la mort de Liet Kynes est très bien menée dans le film de Villeneuve. C'était une scène qui m'avait bien marquée. Dans le livre, elle est très très bien écrite, mais elle est impossible à rendre à l'écran. Donc ils ont fait quelque chose de tout à fait différent dans le film de Villeneuve et de très réussi, je trouve. Il y a un détail qui est marquant, c'est il y a un Harkonnen qui arrive derrière elle et qui la transperce avec sa lame, et on voit, non pas du sang, mais de l'eau jaillir de son distille. Et en fait, on comprend intuitivement que la lame a percé la réserve d'eau du distille. Donc jamais, à aucun moment dans le film, on nous explique la structure exacte d'un distille, et on ne sait pas où est la réserve d'eau. Mais quand on voit l'eau jaillir, on sait que c'est cette poche qui a été percée. Et symboliquement, c'est assez fort, effectivement, puisque l'eau, c'est la vie. Et encore plus dans le désert, encore plus sur cette planète où le manque d'eau est fréquemment mortel. Et donc symboliquement, on voit que ce personnage n'a aucune chance de s'en sortir à ce moment-là, et vraiment, elle va mourir. C'est très fort, c'est très bien fait. Et dernière chose, oui, ça manque un petit peu peut-être de scènes de vie, on va dire, des Atreides sur Arrakis, dans leur palais d'Arrakeen.
Parce qu'il y a tout un truc ou tout un arc dans le livre où ils savent qu'il y a un traître parmi eux et ils cherchent quel peut être l'espion des Harkonnen. Et en particulier, Thufira Watt soupçonne Dame Jessica, puisqu'elle fait partie du Bene Gesserit, donc elle pourrait avoir des intérêts contraires à ceux de la famille Atreides. Et cet arc manque un petit peu finalement dans le film. Puisque quand la trahison du docteur Yue, qui est totalement inattendue, arrive, on fait juste ah bon, c'était un traître, d'accord. Et donc c'est un peu dommage qu'il manque cette partie d'enquête, on va dire, de soupçon. Et d'autant plus que, ah oui, alors je soupçonne qu'il y a des scènes qui ont été tournées dans ce sens-là, parce qu'il y a un moment dans le film où il y a une transition entre deux scènes, et la transition est pas très naturelle, et je soupçonne qu'en fait, à ce moment-là, il aurait dû y avoir une autre scène, et probablement une scène assez tendue entre Dame Jessica et Thufira Watt. C'est une hypothèse comme ça, je sais pas du tout si elle est correcte ou pas. Et il faudra attendre une version longue du film, une version encore plus longue du film pour le savoir s'il y a eu des scènes supprimées à cet endroit. Oh, et puis oui, enfin, je dis dernière chose, mais non, pas dernière chose, il en reste encore une, j'ai pas parlé de Stilgar. J'ai trouvé ce personnage remarquablement bien interprété. Il a 2 grosses scènes, je crois, hein, celle dans le palais Atreides, où il crache sur le bureau. Scène iconique du personnage, très 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 bien faite. Et la scène dans l'espèce de canyon où son groupe de Fremen va prendre en charge Paul Atreides et Dame Jessica. Le côté très détendu, très nonchalant du personnage, je l'ai trouvé hyper bien géré. Dame Jessica se bat contre lui, et puis l'attrape et le menace avec son propre couteau, je crois. Et lui, il dit à ses Fremen, oula, reculez, reculez, sinon elle va me trancher la gorge. Mais franchement, il dit ça, serein le mec. S'il allait boire le thé, il aurait eu le même ton. J'ai trouvé vraiment son côté laid back, détendu, très très réussi, très bien rendu. Voilà, chapeau. Et voilà, cette fois c'est tout ce que j'avais à dire, et je vous fais des gros bisous, et à la prochaine fois.